Bonjour Michel Godet. Bonjour. Vous êtes économiste, membre de l'Académie des technologies et vous aviez signé en 2011 une note pour l'Institut Montaigne intitulée « Repenser la politique familiale ». Cette note faisait suite à votre rapport que vous aviez publié pour le compte du CAE. Je vous reçois aujourd'hui pour évoquer la fin de l'uniformité des allocations familiales et leur modulation en fonction des revenus des parents, ce qui a été voté fin octobre, une mesure qui ne va pas vraiment dans le sens de ce que vous défendez. Alors quels vont être les impacts selon vous de cette mesure? Est-ce qu'on a ouvert une brèche dans le principe d'universalité? Écoutez, les impacts sur le plan démographique, ils sont sans doute assez peu visibles, mais l'impact symbolique et le précédent historique qu'on vient de voir ne va pas être sans lendemain, et c'est bien ça qui m'inquiète. Parce qu'en plus, nos politiques de droite comme de gauche n'ont jamais compris ce qu'était la politique familiale voulue par le général de Gaulle. Je vous rappelle que cette politique familiale avait trois volets. Un volet universel, c'est-à-dire tout le monde reçoit les allocations familiales, par exemple. Un volet horizontal et un volet vertical. Le volet vertical, j'y arrive tout de suite, c'est finalement les transferts entre les riches et les pauvres, donc au sein des familles aussi. L'allocation de pré-rentrée qu'on met sous condition de ressources, c'est normal. Il faut d'abord aider les familles les plus modestes, et surtout quand elles ont beaucoup d'enfants. Et puis, il y a un volet horizontal que personne n'a jamais vraiment compris, et surtout ceux qui veulent chercher à faire des économies, c'est le fait qu'au sein des familles modestes, moyennes ou aisées, il faut faire en sorte que ceux qui n'ont pas d'enfants paient plus pour ceux de leur catégorie qui ont des enfants. En d'autres termes, il faut qu'un cadre sans enfants paye plus d'impôts qu'un cadre avec 3 enfants ou 4. Et puis la même chose pour les ouvriers. Je vous donne des chiffres qui sont assez révélateurs. Le niveau de vie d'une famille de 3 enfants en général est de 25% plus faible que de celui d'une famille qui n'a pas d'enfants. Et donc, il faut bien trouver une compensation entre les catégories, mais au sein de chaque catégorie, ça va même jusqu'à 50% quand on regarde en détail. Donc, il y a vraiment un problème de transfert horizontal qu'il ne faut pas supprimer. Est-ce qu'on est là dans un changement de philosophie? On passerait d'un système où, en gros, on assurerait les parents contre l'aléa d'avoir un enfant à un système où on assure l'enfant contre l'aléa de tomber dans une famille défavorisée? Oui, je crois que je ne vais pas répondre directement à cette question parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris la subtilité de la question. C'est l'assurance des parents contre l'assurance de l'enfant, pour faire gros. J'ai bien compris. Je vais poser la question autrement. Quand la société, finalement, quand elle confie un enfant à une famille, quand elle le laisse dans la famille, elle fait faire une énorme économie en investissement en capital humain. Si vous avez un enfant, vous touchez à peu près 5 000 € par an en équivalent réduction d'impôts, allocation familiale ou autre. Mais quand la famille éclate, elle est défaillante, le coût de la non-famille, eh bien, c'est quelque chose qui est de 40 000 € si on met un enfant dans une structure d'accueil. Oui, donc c'est 5 à 6 fois plus élevé ou dans une structure d'accueil. Et dans un centre éducatif fermé, c'est 200 000 €. On ferait mieux de le mettre au Club Med à la naissance, comme j'ai écrit. Et donc, il y a un vrai problème. C'est insupportable le coût pour la société de cette non-famille. Donc, on doit aider les familles qui ont des enfants à avoir les enfants qu'elles désirent. Et quand on regarde les chiffres et les enquêtes auprès des femmes, on se rend compte que finalement, comme on n'aide pas, il n'y a pas d'allocation pour le premier enfant. On est une exception en Europe, dans le mauvais sens du terme. Et donc, comme ça coûte 10, on perd 10% de pouvoir d'achat, les familles, souvent, ne font pas le deuxième qu'elles désireraient. Et donc, il ne faut pas les dissuader d'avoir ce deuxième enfant, parce que c'est la famille idéale, un père, une mère et 2 enfants. Il faut les encourager. Donc moi, je trouve qu'au lieu de faire des économies, on ferait mieux de faire une nouvelle dépense, naturellement, faire cette allocation dès le premier enfant. Je pose la question de savoir comment la financer, mais là, j'ai quelques idées. Michel Godet, n'y a-t-il pas néanmoins des économies à réaliser dans les dépenses familiales? La France est un des pays où le niveau de générosité est l'un des plus élevés d'Europe. Mais c'est d'ailleurs pour cela que nos voisins nous envient dans notre politique familiale. Mais ceci dit, par enfant, ce que fait l'Allemagne aujourd'hui est sur le papier plus élevé qu'en France. Il y a 150 € dès le premier enfant, et ensuite autant par enfant qui vient. Donc ceux qui ont les moyens et ceux qui sont en difficultés démographiques prennent des mesures radicales. Alors en France, il y a des économies à faire, bien évidemment. D'abord, on pouvait tout simplement pas toucher au caractère universel des allocations pour tout le monde, mais les rendre imposables. On ne l'a pas fait parce que, pour des raisons de démagogie électorale, parce que cela a rendu certains ménages imposables alors qu'ils ne l'étaient pas, alors qu'on fait tout l'inverse aujourd'hui, on supprime le premier niveau d'imposition, etc., parce qu'on veut faire plaisir finalement. C'est pas grave de faire payer les riches, chacun pense que c'est les autres. Donc c'est politique. C'est politique, c'est évidemment. Et une des mesures qu'on pourrait avoir aussi en tête, c'est de supprimer le quotient conjugal, parce que si on regarde ce que font les pays européens, c'est l'imposition séparée entre l'homme et la femme. Donc c'est l'individualisation de l'impôt. Absolument.
Et à ce moment-là, c'est 9 milliards. Il y a un gisement. 9 milliards. 9 milliards, vous comprenez. C'est pas, on n'est plus à 1 ou 2 milliards à bricoler. 9 milliards. Mais alors là, évidemment, vous aviez des milliers de personnes dans la rue. Mais ce serait justifié. Car quand vous regardez comment se répartissent les revenus nets de transfert dans ce pays, ben vous avez en gros 50% de la population, ce sont des couples ou des familles avec enfants, hein, qui représentent 46% des revenus nets de transfert. Les retraités, ils ont 25% de population, 25% de revenus, donc il n'y a rien à dire pour l'instant. Mais il y a un problème, c'est les couples sans enfants, ce qu'on appelle en anglais les DINKs, Double Incomes No Kids, qui eux représentent 25% de la population et 29% des revenus nets de transfert. Donc c'est bien là qu'il faut le gisement d'économie et d'imposition supplémentaire sur cette catégorie qui finalement peut cotiser à plein pot pour des retraites qui sont payées par les enfants des autres. Et donc là, il y a quelque chose à faire, mais il faut avoir du courage politique. Comme vous savez, le problème des familles avec enfants, c'est que les enfants ne votent pas. Et on pourrait avoir aussi un vote familial, mais on en est loin. Eh bien, Michel Godet, je vous remercie de ce décryptage de la politique familiale. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.